demain, chaque matin, vous alliez au travail pour sauver la planète. Ce n'est pas une fiction, c'est une prédiction avec 30 millions d'emplois à pourvoir d'ici 2030 dans le monde pour pouvoir décarboner la planète. Patricia Patrel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice régionale Nord pour Manpower. Pour que les candidats, mais aussi les entreprises se préparent, de quel emploi on parle ? On parle de métiers verts, c'est comme ça qu'on les qualifie, de green, de vert, qui existent déjà pour une partie d'entre eux et sur certains secteurs d'activité. Je pense à l'éolienne, je pense bien évidemment à l'énergie solaire, je pense à des tas de postes en termes d'ingénieurs. Ça existe déjà, il y a déjà des métiers aujourd'hui qui se sont développés, qu'on appelle les métiers verts. Mais on en parle beaucoup. Et c'est pas toujours facile de mettre une liste de métiers précise à l'intérieur des métiers verts. C'est ce que j'allais vous demander. On diffuse une offre d'emploi. On observe là sur les job boards où on reçoit une fiche de poste. C'est quoi les titres qui font, parce qu'il n'y a jamais écrit recherche métier vert. Parfois on a quelques informations. Après tout dépend. Le sujet c'est que ça dépend du secteur d'activité. Bien évidemment, si je reprends mon exemple des éoliennes, on parle de métier vert parce que c'est de l'énergie renouvelable. Et donc, demain, les gigafactories, est-ce qu'on doit les appeler des métiers verts alors que ça serait des opérateurs en salle blanche ? Donc, c'est très compliqué de classer les métiers à l'intérieur de ça. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de secteurs d'activité, de nouvelles industries au sens large, et de nouvelles énergies qui fait qu'on crée des métiers verts. Et oui, souvent, c'est pas toujours l'intitulé, même s'il y a quelques diplômes. Oui. Quand vous êtes ingénieur énergie, là, oui, on se doute bien que, bien évidemment, vous allez avoir un impact ou un travail à faire sur cette planète. Ces métiers-là, c'est qu'une toute petite partie de l'iceberg, c'est la partie émergée de l'iceberg. Mais en fait, les métiers verts, quand on dit 30 millions, on parle pas que de ces nouveaux métiers. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on parle beaucoup de métiers verts, il y a plusieurs définitions, vert plus, mais en définitive, la plus grande majorité, ce sont ce qu'on appelle les métiers verdissants, c'est-à-dire que c'est des métiers qui existent déjà, à qui il va falloir apporter des compétences complémentaires pour accompagner la transition écologique dans l'entreprise, dans la banque, dans le commerce. Et ça, c'est la plus grande partie. Pour moi, l'enjeu le plus gros, il est là. Il est sur les métiers verdissants, c'est-à-dire des métiers qui existent déjà. Pour que l'alchimie se fasse, il faut que les besoins des entreprises matchent avec les compétences, les attentes des candidats. Mais il faut que chacun fasse un pas pour se retrouver au croisement des chemins. Côté entreprise comme côté candidat, c'est quoi les steps d'après ? Alors, si on veut se préparer. Au niveau des entreprises, elles ont toutes, de toute façon, eu égard aux objectifs qui sont les leurs et à l'aspect réglementaire, travailler, elles sont toutes effectivement au sprint sur ce sujet de la transition écologique avec des objectifs très précis. Donc elles sont toutes effectivement engagées, elles ont travaillé l'aspect technologique, l'aspect réglementaire de toute façon il est là et elles doivent appliquer. Donc elles réfléchissent à transformer leur chaîne de valeur, bien évidemment pour qu'elles aient un impact moins important sur cette planète. Mais ça reste un plan. Ça reste un plan. Donc, souvent, justement, et nous, Manpower, on soutient ce sujet, c'est que les RH restent aujourd'hui l'angle mort de la transition écologique. Ça veut dire que les technologies, elles sont là, les réglementations sont là, mais qu'en est-il du travail qui a été fait sur les RH ? Qu'en est-il de la formation, de la sensibilisation faite auprès de nos propres équipes pour les embarquer sur cette transformation. En fait, ce que j'entends, c'est que évidemment, il y a des métiers qu'on va aller chercher ailleurs, des compétences qu'on va aller chercher ailleurs, mais qu'en fait, la grosse manne des talents de demain, en fait, ils sont déjà chez nous. Oui, il y a des métiers qui existent, il y a des métiers qui vont être créés, ceux de demain. Mais oui, vous avez raison. Pour nous, vraiment, c'est comment dans notre propre entreprise, comment sur nos territoires, on trouve des gens qui ont l'appétence pour pouvoir aller sur les métiers de demain. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression qu'on est toujours en train de regarder à l'extérieur comment on va chercher de nouvelles compétences. Certes, il y a des compétences aujourd'hui qui sont en train d'être fabriquées. Mais la plupart des compétences, pour moi, sont
dans l'entreprise, en identifiant les gens et en leur donnant, en les formant pour qu'ils puissent occuper les postes de demain. C'est pareil pour nous au niveau de nos intérimaires. Effectivement, on a commencé ce travail d'identifier quels sont les gens qui ont certes un certain nombre de compétences. Si je parle par exemple de la maintenance, on peut pas, non, il faut un minimum de compétences, mais l'appétence pour pouvoir demain aller dans des secteurs d'activité comme l'éolienne, comme le solaire. Ça, c'est côté entreprise. Côté candidat, comment on se met en marche pour, encore une fois, hein, pour allier ses envies, parce que je pense que une très grande majorité des candidats aujourd'hui ont à cœur de la planète sur laquelle ils vivent, celle qu'ils vont laisser à leurs enfants. Ça, c'est l'envie. Mais après, il y a comment je suis prêt, moi, au quotidien dans mon travail, à y participer. Alors, si je devais donner quelques conseils aux personnes, c'est de se former. Vraiment, aujourd'hui, tout est disponible. De se former, de comprendre de quoi on parle, de comprendre en quoi notre comportement peut avoir, bien évidemment, et au travail aussi. Il n'y a pas que dans la vie de tous les jours. On ne va pas faire de tout le monde des obsédés du tri sélectif, même si c'est important. Mais c'est de comprendre dans mon entreprise et du coup d'aller chercher éventuellement, de demander des formations. Aujourd'hui, les entreprises organisent aussi leur plan de formation autour de cette transformation. Donc on peut le demander à l'entreprise dans laquelle on est si on est en poste, mais si pour le coup on n'est pas en poste ou si ça ne matche pas et qu'on veut bifurquer, on peut se former soi-même. Tout à fait. Il y a plein d'outils sur Internet qui permettent de comprendre l'importance d'un certain nombre de sujets. Vous disiez, on se prépare chez Manpower sur ces nouveaux sujets, déjà en interne, mais pour l'externe, comment vous mettez en marche pour justement créer ces ponts entre les besoins des entreprises et les compétences des candidats que vous leur proposez? Oui, on se prépare, c'est important parce que nous aussi, on a des objectifs très précis avec une feuille de route et on sait que dans aujourd'hui notre impact, 20% c'est de l'impact direct Manpower. Et ça, c'est le plus facile. En plus, nous, on est une entreprise de service. Et 80%, effectivement, c'est notre impact indirect. Donc, et donc, du coup, on travaille sur l'impact indirect qui rentre dans le scope 3 de nos clients. Donc, comment on accompagne nos clients à faire en sorte et comment on les aide à effectivement réduire... décarboner sur, effectivement, grâce à Manpower. Donc on travaille ce sujet et on a effectivement 3 piliers sur lesquels on échange régulièrement avec nos clients pour voir avec eux comment ils veulent qu'on travaille avec eux. Il y a un gros sujet, c'est celui de la sensibilisation. Et là-dessus aussi, vous appuyez sur l'accélérateur. Je crois que vous prenez notamment tout à l'heure la parole aux assises européennes de la transition énergétique auprès des jeunes. Pour leur dire quoi ? Tout à fait. Notre directeur général, Benoît de Rigny, prend la parole tout à l'heure devant les jeunes pour d'abord, leur dire que c'est une magnifique opportunité. C'est une magnifique opportunité, quel que soit le profil, d'aller sur des nouveaux métiers, de donner sens à son travail et que du coup, et il va leur parler des opportunités que ça leur offre, mais aussi du comportement qu'ils doivent avoir, si ce n'est quand ils postulent dans une entreprise, de poser ces questions. C'est quoi les questions qui font mouche et qui peuvent faire basculer la balance du bon côté? Alors, les bonnes questions, c'est quoi vos objectifs? Vous en êtes où? Ça nécessite quoi comme compétences et appétences? Et en quoi mon profil peut vous aider? Ou comment je peux vous aider? Je pense que tous les DRH et tous les recruteurs seraient sensibles à ce type de questions de candidats, eu égard effectivement à l'importance que prend aujourd'hui cette transformation. Patricia, on entend beaucoup d'entrepreneurs, alors plutôt à juste titre dire je ne trouve pas les collaborateurs que je cherche, j'ai des emplois à pourvoir mais ça matche pas. En fait, à vous entendre, regardez chez vous et faites monter en compétence celles que vous n'avez pas. Je dirais 2 choses. Je dirais oui, écoutez, observez, identifiez des appétences et faites monter vos propres collaborateurs en compétences, en formation et amenez-les parce que d'abord, vous allez les fidéliser, ils seront moins à regarder à la fenêtre pour aller ailleurs, quel que soit le salaire proposé, parce que là aussi... Ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout et là aussi, sur certains métiers très techniques, le risque, il est là. C'est-à-dire que c'est qu'ils aillent au plus offrant, donc il faut les retenir avec autre chose, donc ça c'est important.
Et puis aussi, je dirais que même quand vous regardez à l'extérieur, parce que clairement vous devez recruter à l'extérieur, allez au-delà du CV. Allez au-delà du CV. Il faut rencontrer. Voilà, parce que sinon, on me dit oui, mais on trouve pas les gens. Nous, le travail temporaire, on est l'exemple contraire. C'est-à-dire qu'on fait rentrer dans les entreprises des gens qui n'ont pas le CV pour lequel, après, le client nous dit « Franchement, cette personne, savoir-être, savoir-faire, super. » Et quand on lui sort le CV, il dit « Mais jamais je l'aurais embauché. » Déjà, on trouve pas tout sur un CV. On trouve pas tout sur un CV. On trouve plus... Et avec l'intelligence artificielle, de toute façon, tout le monde va faire des super CV. Ça commence. C'est-à-dire que tout le monde va faire des super lettres de motivation, des super CV, voire des super entretiens. Parce qu'il suffit de créer son avatar et de le faire parler maintenant. Hein. ou d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça existe déjà, vous savez. Hein. On peut faire des entretiens et on voit pas la différence. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut aller au-delà du CV. Et donc on reste sur cette idée qui est vraie, qu'il y a les compétences, mais il y a aussi le savoir-être, les soft skills, comme on dit, le savoir-être, et que des compétences ça s'acquiert, là où le savoir-être c'est un peu plus long. Oui. Ça se travaille aussi, mais c'est un peu plus long. Tout à fait. Parfois, le savoir-être est mieux parce qu'un savoir-faire avec un comportement détestable, ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Eh ben, merci d'avoir partagé un bout de cette route avec nous aux Assises européennes de la transition énergétique. Merci. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir.